Donc en fait, on va pas faire un arrêt très longtemps ici, juste pour qu'on se présente tous les deux. Je m'appelle Aline Salvaudon, je suis ingénieure du génie rural et des eaux et forêts, s'il vous plaît. J'ai travaillé à l'Office national des forêts, pas dans cette région. Et puis après au Parc national des Cévennes, donc je me suis orientée un petit peu plus vers la gestion de la nature et de l'environnement. Et ça fait 11 ans maintenant que je travaille au Parc naturel régional du Luberon en tant que chargée de la protection de la nature et chargée aussi de la bonne gestion des ressources naturelles. Alors les ressources naturelles chez nous, c'est d'abord l'eau, qui est une ressource vitale, et puis c'est la forêt. Je suis aussi habitante de Lacoste depuis toute cette période, depuis 11 ans, et vraiment la forêt des cèdres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand je suis arrivée. Au départ, j'avais des appréhensions parce que c'est une forêt d'essences exotiques et quand on est écolo, on n'aime pas les essences exotiques. Mais j'ai appris à l'aimer, j'espère que vous aussi, à l'issue de cette promenade, vous aurez appris à l'aimer. Alors je vais vous présenter, donc il va se présenter, Roger Jouve. Voilà, Roger Jouve, moi j'ai toujours vécu, pas ici dans le secteur aussi, mais j'ai toujours été sur le petit Luberon, à la sortie de la forêt des Cèdres, mais la forêt des Cèdres je la connais depuis les années 48, même avant. Mais bon voilà, alors je l'ai vu un peu évoluer, comment les arbres qui ont poussé, comment c'était avant. Les cèdres ont commencé à monter par étapes, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça a monté plus vite, des endroits beaucoup moins, voilà. Autrement j'ai toujours vécu. Et tu habites ? Alors j'habite aux Gorges de Régalon, commune de Mérindol. Voilà. Et Roger a écrit des livres sur sa vie de berger. Alors c'est moi qui fais la pub, mais Ouais. voilà, vous pourrez à la fin de la promenade aussi les consulter et les acquérir si ça vous tente. Voilà, alors on va suivre ce sentier, c'est très facile. Et il y a un point d'arrêt à une centaine de mètres d'ici. On y va ? Allez. Alors, je me suis arrêtée ici pour une raison très simple. C'est qu'à l'endroit où je suis, ici, c'est Lacoste. Voilà. Vous êtes à Beaugneux, je suis à Lacoste. D'accord ? Donc choisissez votre camp, camarades. En fait, vous voyez cette piste forestière là qui passe là, ça matérialise la limite entre les deux communes. Mais c'est à peu près tout ce qu'on voit, puisqu'en fait la forêt a vraiment la même physionomie des deux côtés. C'est beaucoup dû au fait qu'il y a le même gestionnaire des deux côtés, l'Office national des forêts, et que les forêts ont la même histoire en fait, qu'elles soient sur Beaugneux ou sur Lacoste. En 1860, ici, il n'y avait absolument aucun arbre. Alors il faut déjà que vous essayiez d'imaginer ça. En 1860, ici, la colline, c'était le royaume des bergers, des moutons, et c'était là où en fait les paysans venaient chercher le bois, venaient chasser, venaient même cultiver sur ces plateaux. Historiquement, ils ont tenté de cultiver du seigle ou des céréales. Il n'y avait rien du tout. À l'époque, chacun avait un troupeau, et les troupeaux, c'était pas pour les agneaux, c'était pour la laine. C'est pour la laine et le fumier. Et le fumier, ça servait à quoi, le fumier ? Le fumier, ça sert à cultiver, si on fait des patates, mettre le fumier, déjà à l'automne, et après ça pousse la plante, ça assouplit la terre, et en même temps, ça la fume la terre. C'est-à-dire qu'une plante, quand le fumier a passé 3-4 mois comme ça, sans cultiver, après la végétation de là part très rapidement. Et c'est pour ça que les paysans en avaient tous. Soit ils le mettaient dans les terrains, ils mettaient le fumier, puis après ils labouraient. Et ils griffonnaient là-dessus, puis après ils le laissaient jusqu'au printemps. Ils le laissaient, on appelle ça, reposer. Et après ils cultivaient, et ça fait des melons. C'était un système traditionnel où en fait la colline, la montagne, on n'appelait pas vraiment ça une montagne à l'époque, le Luberon, fonctionnait en lien avec les champs. Il y avait du transfert de matière, les moutons venaient pâturer ici et apporter de la matière organique aux champs. Et cette matière, c'est formidable parce que ça fait pas beaucoup d'effet la première année, c'est la deuxième. Il dit ça parce qu'il vend du fumier. Hein. Non, mais c'est la vérité. Hein. Pour
pour l'olivier, tout ce qui est arbre, même les jardins, si on le met trop tard, c'est pas bon. Il faut le mettre avant Noël. Avant Noël, c'est formidable. Donc pour comprendre comment on est passé de cette montagne qui était complètement pelée, qui était surexploitée aussi, il faut le dire, hein, parce que les gens, surtout par nécessité, ils vivaient sur ce qu'il y avait autour d'eux. Donc ils surexploitaient, ils coupaient certainement un peu trop la forêt, etc. Et pour comprendre ce qui s'est passé ici, en fait, il faut reculer, dézoomer un petit peu et aller carrément sur le mont Ventoux. Parce que sur le mont Ventoux, cette désertification, cette surexploitation, elle durait depuis des siècles. Et en fait, là, il faut aussi imaginer le mont Ventoux avec rien du tout. Et c'était une situation qui était dans beaucoup de régions de France. Et en 1860, il y avait déjà un code forestier, mais il y a eu une loi forestière fondamentale nouvelle qui était appuyée à l'époque en personne par Napoléon III. C'est déjà le Second Empire. Et cette loi, ça s'appelle la loi de restauration des terrains en montagne. L'idée, c'était que tous ces terrains, en fait, ils étaient tellement à nu qu'ils étaient érodés. Les rivières charriaient des sédiments et on disait que l'érosion, par exemple, des Cévennes bouchait le port de Bordeaux. C'était déjà constaté depuis plusieurs centaines d'années. Et du coup, cette loi a dit que l'État peut imposer le reboisement des terrains à tous les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Voilà. Et donc, ça a été mis en œuvre instantanément, directement sur le Ventoux, où les eaux et forêts, donc mes illustres prédécesseurs, donc le lieutenant général des eaux et forêts Charles Labussière et son inspecteur général Tichadou, très connu là-bas, avec l'appui du maire de Bédoin, ont décidé de reboiser l'ensemble du communal de Bédoin qui faisait quand même 6000 hectares. Et donc ils ont décidé de reboiser avec la végétation locale, des chênes principalement, beaucoup, des pins. Et là, monsieur Labussière s'est rappelé de son collègue de promo de 20 ans d'avant, Gabriel Victor Renoux, qui, jeune forestier plein d'ambition, était parti en Algérie à l'époque pour les eaux et forêts algériennes et avait découvert dans l'Atlas algérien le cèdre, qui faisait des forêts là-bas et des peuplements. Et il avait fait toute une étude dans les années 1840 sur le cèdre, il avait fait un mémoire, un rapport qui était remonté aux eaux et forêts à Paris. Et ce monsieur Labussière était au courant de ça. Et il s'est dit, je vais essayer aussi, à titre expérimental, de planter aussi du cèdre dans tous ces grands reboisements. Et donc il a demandé à l'administration algérienne de lui faire parvenir du cèdre et les troufions ont été envoyés dans l'Atlas algérien. Donc c'est maintenant un parc national qui est au sud-ouest d'Alger, la commune de Tegnet El Had, a priori, dont sont venues les graines. Et donc y a un bateau qui est parti d'Alger avec 18 tonnes de cônes de cèdre de l'Atlas dans des tonneaux et qui est arrivé à Marseille. Et instantanément, ça a été utilisé pour reboiser les chantiers du Ventoux qui commençaient à se mettre en place. Mais il y a eu les chantiers du Ventoux, mais ces graines sont aussi servies à beaucoup plus petite échelle à reboiser quelques dizaines d'hectares ici. Et alors il faut dire que ça a été une entreprise titanesque. Ça a vraiment été une intervention publique qui a transformé le paysage, vous pouvez le voir, et qui a aussi fait appel à de la main-d'œuvre locale parce qu'il a bien fallu les planter, les semer, ces chênes, ces pins, ces cèdres. Et ça s'est fait dans les années 1860, mais il y a eu d'autres vagues de reboisement. Et là, je redonne la parole à Roger parce que lui aussi, raconte-nous. Voilà, et moi j'ai replanté la forêt de cèdre en 1957 avec l'ONF, comme j'ai beaucoup travaillé avec l'ONF, c'est pas mal, au temps de Pontier. Et là, alors il me faisait voir, on faisait des trous à peu près comme ça, avec la pioche. Et on mettait un plan, c'est-à-dire un plan comme ça. Il y en est à peu près mort 5 ou 6, pas plus, de la plantation qu'on avait fait. Et pourtant, il y en a quand même un peu. Je ne me rappelle pas exactement le nombre, mais il y en a un peu. Toute la maison, jusqu'au fond, là-bas. Et puis les plants de cèdre, vous les montiez à pied. Ah ben oui, c'est ça, oui. Voilà. Ah oui. À pour ça, un alors petit salaire, quoi. On partait du pont de la Roquette, là-bas, du puits de la Roquette, pardon. Et l'ONF nous disait, on va monter, parce qu'il y avait un agent de l'ONF qui montait avec nous. Et on prenait chacun notre pioche, des pelles, on n'avait pas beaucoup, il y en avait une ou deux, je crois, des pelles. Mais tout le monde sa pioche, et on prenait ses plans, on les portait sur l'épaule, comme ça. Et on faisait tout le parcours de Roquereau, ça. On passait un peu avant la Pétra aussi, on faisait tout le chemin, parce qu'il n'y avait que ce chemin d'accéder. Il n'y avait pas la route pour monter autour du roi, il n'y avait pas la route. Voilà. Et ça, on faisait tous ces kilomètres, mais déjà, il nous fallait presque 3 quarts d'heure, même pas loin d'une heure, un peu chargé, pour faire le parcours. On arrivait, et on n'avait
pas droit à se reposer. On commençait déjà à faire des trous, puisqu'on était payé. Il ne fallait pas s'arrêter. Et là, on commençait de suite. Et bon, on avait des agents de l'ONF qui étaient super, mais super. Ils travaillaient si bien avec nous, parce que eux aussi, ils en ont fait des trous. Hein. Et là, il y avait Pontier, puis notre Castagnier de Chalbert, voilà son ami. Castagnier, c'est un agent de l'ONF. Et ben, ils faisaient des trous avec nous. Ils travaillaient, ils plantaient des arbres. Ça, c'est impressionnant. Et oui, non, mais c'est impressionnant, mais moi, je l'ai vécu, ça. Et comme disait Roger, en fait, les cèdres, ils ont bien poussé. Et ici aussi, où il y avait eu des plantations de pins, de chênes et de cèdres, le cèdre s'est bien acclimaté. Alors, il a fallu du temps, mais en fait, c'est un arbre qui est vraiment méditerranéen, qui trouve ici ses conditions de croissance assez normales. Il tolère bien la sécheresse. Et en fait, même dans des sols superficiels, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait rien, c'était vraiment du caillou avec un peu d'herbe, il y avait presque des arbustes, mais pas guère. Pas beaucoup de sol, quoi. Et le cèdre arrive, bien qu'il ait une racine très profonde et très puissante, il arrive à s'enraciner dans ce sol parce qu'il y a des failles. La couche est un petit peu faillée, fendillée, et dès qu'il va trouver un interstice, hop, il va pouvoir aller chercher au fond. Alors là, vous voyez que maintenant, il y a de la terre. Hein, on voit qu'il y a un sol. Bon, on voit encore pas mal de cailloux, certes. Mais il y a un sol, c'est la forêt, en fait, au fur et à mesure, qui a constitué ce sol. Et là, maintenant, je vais vous demander un petit exercice. Vous allez chacun, ou par groupe de deux, prendre un arbre. Alors, quels sont ceux, à votre avis, dont l'arbre a été planté en 1862? Levez la main. Il n'y a personne ne lève la main? Ah si, ici, voilà. Ah oui, là-bas, oui. Hein, là-bas, oui. Et vous, là-bas? Voilà. Alors, oui, et ceux-là aussi. Alors, alors c'est assez facile parce qu'on voit qu'ils sont plus gros que les autres. Mais il n'y a pas que ça comme différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Hein? Ouais, l'écorce est plus... On voit qu'elle est plus vieille. Il y a plus de branches, bravo! Pourquoi il y a plus de branches? Parce que ces arbres, quand ils ont poussé, ils étaient tout seuls. Ils étaient en pleine lumière. Ils étaient comme dans un parc, comme au but de Chaumont. Voilà. Et du coup, ils ont fait des branches de partout. Alors que ceux qui ont des arbres de deuxième génération, levez la main. Voilà, les deuxième, troisième génération. Vous êtes là? Et voilà, vous avez moins de branches parce qu'ils étaient à l'ombre des papas et des mamans. Et hop, ils sont partis chercher l'ombre. Donc là, maintenant, quand vous allez vous promener dans la forêt, vous allez remarquer en fait tous ces arbres de première génération et vous allez pouvoir comprendre comment un peu ça s'est construit petit à petit parce qu'en fait, c'est vraiment les graines de ces arbres-là qui ont donné les suivants. Voilà. Et ces arbres de deuxième génération, ils ont déjà 80 ans, facile. Et ceux-là, 160. Voilà. Vous avez un peu visualisé tous ces arbres de première génération, donc vous pouvez imaginer quand ils ont été plantés, c'était des petits cèdres. Et puis ils ont grandi, chacun un peu avec beaucoup de lumière. Voilà. On le voit encore aux marges de la forêt, les nouveaux cèdres qui colonisent, eux aussi ont un port vraiment en cône, quoi. Ils étalent leurs branches basses en pleine lumière. Alors que les arbres de deuxième, et puis là le petit de troisième génération, eux vont aller chercher la lumière très très haut. Et alors, il y a deux choses qu'il faut dire à ce niveau-là. Déjà que dans la forêt des cèdres d'ici, du Luberon, contrairement à celle du Ventoux, on a gardé tous les arbres de première génération. C'est-à-dire que par rapport à ceux qui ont été plantés, il y en a quelques-uns qui sont morts, il y en a quelques-uns qui sont morts sur pied, qui ont été coupés, mais ils ont tous été conservés. Et quand vous regardez des parcelles comme ici, on en voit vraiment beaucoup. Alors que si vous allez dans la forêt communale de Bédouin sur le Ventoux, dans la partie qui est en cédret, où il y a quand même 600 hectares de cèdres, vous n'avez plus ces gros arbres de première génération. Et c'est là quelque chose de vraiment patrimonial. On est la journée du patrimoine. Ces cèdres-là, ils ont 160 ans, ils sont à un tiers de leur durée de vie. Dans son aire naturelle, le cèdre, c'est allègrement 400 ans. Hein. Donc si on s'en occupe bien, ils seront encore là et parleront encore de cette histoire des gens qui les ont plantés. Alors, on va faire un tout petit peu de botanique. Donc les cèdres, il y a 3 espèces de cèdres. Ces 3 espèces se trouvent toutes dans le bassin méditerranéen. C'est l'aire de répartition de cette espèce. Voilà. Donc vous avez le cèdre de l'Atlas qui est présent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un peu en Libye, voilà, qui est ici. Vous avez le cèdre du Liban,
qui est quasiment disparu dans son aire d'origine au Liban. Il ne reste que quelques petits massifs qui sont vraiment surexploités, en proie aux incendies. Enfin, c'est compliqué, mais voilà, il en reste. Dans les parcs, vous pouvez tomber sur l'un ou l'autre. Et vous avez une troisième espèce encore plus rare qui est le cèdre de Chypre, qui est pareil sur une petite montagne pelée sur l'île de Chypre. Voilà. Alors ici, il y a eu pas mal de controverses, mais on est sûr, c'est du cèdre de l'Atlas. Après, pour le distinguer du cèdre du Liban, s'il y en a que ça intéresse, les rameaux du cèdre de l'Atlas sont plus velus. Les cônes sont plus petits, ils font cette taille-là. On n'en verra pas aujourd'hui malheureusement parce qu'ils sont passés, ceux de l'année. Donc les cônes sont plus petits sur le cèdre de l'Atlas que sur le cèdre du Liban. Et alors, il y a la question des aiguilles. Le cèdre du Liban a des aiguilles un peu plus longues et vert foncé, alors que le cèdre de l'Atlas a des aiguilles plus courtes, mais alors qui peuvent être du vert clair au vert presque bleu. C'est très variable au niveau de la couleur. Voilà. Donc si vous voyez un cèdre bleu, dites pas c'est du cèdre du Liban. Non, c'est sûrement un cèdre de l'Atlas, mais il faut aller voir les détails, compter les poils sur les rameaux. Et même pour les spécialistes, c'est pas évident, d'autant plus qu'évidemment, ils peuvent s'hybrider entre eux quand les deux sont présents. Voilà. Quoi dire d'autre? Ici, on a l'impression d'avoir des arbres très grands, très beaux, mais ils ne sont pas très hauts. Hein, ils font une vingtaine de mètres, 25 mètres de haut pour les plus hauts, ce qui n'est pas énorme finalement pour un arbre. Et c'est dû principalement au fait qu'ils n'ont pas beaucoup à manger ni à boire. Et en fait, la hauteur moyenne d'une forêt dépend directement de la fertilité du sol. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand on mesure les arbres et qu'on fait des statistiques que les arbres de deuxième génération sont en moyenne plus hauts que ceux de première génération. Parce que les premières générations ont fabriqué un sol et amélioré la fertilité. Et donc, ils sont capables de pousser un peu plus haut. Voilà. Mais les cèdres de première génération ne pousseront pas plus haut, eux, ils ont fait la table. Vous savez, le cèdre a d'abord un port cylindrique, et puis quand il est assez âgé, il se met à faire une espèce de table en haut. Et voilà. Et donc tous ceux qui ont encore une tête de sapin, comme on dit, ils vont finir eux aussi, si on les laisse pousser, par faire la table. Voilà. Alors par contre, les cèdres qui ont eu la chance d'être plantés ou d'être semés par le vent dans des endroits très fertiles comme certains vallons à côté d'Opède, où il y a le plus grand cèdre du Luberon, il doit avoir 80 ans, il fait ce diamètre-là, de l'arbre de Jean-Pierre, et il fait 54 mètres de haut, c'est-à-dire le double. Voilà. Donc vraiment la hauteur d'un arbre et son diamètre, la vitesse à laquelle il pousse, dépendent uniquement en fait de la fertilité de la station. Voilà. Dans un bon terrain. Ici, on a calculé que ça poussait, alors ça ne va pas vous parler, mais de 7 mètres cubes par hectare et par an. Sur l'ensemble de la parcelle, la croissance cumulée des arbres. Voilà. En gros, ça fait moins d'un centimètre, ça fait 5 à 6 millimètres sur le rayon de chaque cerne par an. Voilà. Dans les années 80-90, il y a eu des grosses controverses entre le parc naturel régional du Luberon qui soutenait les éleveurs et les bergers et l'ONF qui voulait continuer à faire des plantations de cèdres dans tout ce que le forestier appelle des vides, c'est-à-dire des endroits sans arbres, mais qui en fait étaient des endroits avec de l'herbe où pâturaient les moutons et qui étaient des pâturages importants pour la survie économique des bergers, mais considérés par les forestiers comme des vides. Et alors il y a deux catégories de vides pour un forestier. Il y a le vide boisable et le vide non boisable parce que c'est trop caillouteux. Voilà, donc dans un vide, il faut boiser. Donc on se heurtait un peu à deux conceptions du monde. C'est aussi pour ça que je suis contente de faire la visite aujourd'hui avec Roger. Ça s'est beaucoup apaisé, donc la cédraie reste dans ses limites actuelles. Et puis c'est aussi des forêts qui en fait appartiennent aux communes. Ici là, je suis sur le terrain qui appartient aux habitants de Lacoste. Donc la municipalité de Lacoste a aussi son mot à dire sur la gestion de sa forêt et sur les priorités qu'elle veut donner. Est-ce que j'essaye que chasseurs, promeneurs, bergers et forestiers cohabitent ou est-ce que je donne la priorité à l'un ou à l'autre? C'est aussi des décisions politiques. Alors vous avez vu ici qu'on accueille le public, on va faire de l'exploitation forestière, je vais en parler après. Et il y a quand même encore un berger. Alors là, vous voyez, il n'y a pas d'herbe. Il ne pâture pas vraiment sous la forêt des cèdres, mais dans les marges et sur le reste de la communale de Beaugneux. Bon, et c'est très bon parce que, voilà, Roger, dis-nous comment c'est bon. Ben, c'est bon parce que depuis au temps de l'ancien maire de Beaugneux, Seignon,
le père enseignant, pas le fils, le père enseignant, eh bien, il pâturait partout, le côté sud, là-bas, partout. Et ça, le plus les brebis le pâturent, le plus, toutes les années, ça s'agrandit. C'est-à-dire, si par exemple, il va garder sur 100, 200 mètres, mais en marchant, en mangeant, ça racle partout. Et au fur et à mesure, la végétation disparaît un peu. Et ça avance. Il y a une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu souvent, parce que si donc 15 jours par an, ça ne marchera pas. Mais 2 fois dans la même année, 3 semaines au mois, eh bien, ça maintient l'herbe et tout ce qui est toutes les mauvaises herbes, les buissons, tout ça, ça les écrase. Et on voit que des pâturages verts reprennent le dessus, ça reprend au dessus. Voilà. Alors d'un point de vue écologique, là on entend écraser, désherber, abîmer les buissons, etc. Mais d'un point de vue écologique, il faut savoir que en fait, toute la faune et la flore ici en Provence, des collines et des montagnes, étaient adaptées à ce pâturage, à cette exploitation intensive et à ces milieux complètement ouverts. Donc la faune et la flore se sont adaptées aux activités humaines et maintenant la forêt augmente. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ici, dans le territoire du parc du Luberon, depuis 1860, justement, l'année de plantation des cèdres, la surface forestière a doublé. Donc, ce n'est pas une petite augmentation, c'est une grosse augmentation. Oui. Et du coup, tous ces animaux, ces insectes, ces plantes, ces papillons et tous les rapaces qui venaient chasser toute cette faune, etc., eh bien, est en voie de régression parce que tous les milieux ouverts entretenus par le pâturage sont en voie de régression. C'est aussi pour ça qu'il faut arrêter le reboisement maintenant et protéger cette forêt, mais aussi protéger les milieux ouverts. On va continuer, sinon on ne sera jamais rentré à Lacoste pour... Alors on va parler un peu de la gestion actuelle de cette forêt. On a quitté la forêt qui était en train de pousser, les arbres ont produit des graines, il y a eu des deuxièmes générations. La forêt s'est petit à petit fermée, constituée vraiment en forêt fermée, plus de lumière qui arrive au sol, vous voyez, tac. Et pendant très longtemps, en fait, les forestiers ont eu ici une gestion très conservatoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont touché à rien. Ils ont laissé la forêt jouer le rôle pour lequel elle avait été plantée, c'est-à-dire faire un couvert forestier, tenir le sol, etc. Et puis à partir des années 90, il a commencé à y avoir des coupes de bois. Et donc je vais vous expliquer que voilà, c'est pas forcément un mal, au contraire. Et puis pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, on a en fait une forêt qu'on appelle une futaie. C'est-à-dire que chaque arbre est né d'une graine et a poussé pour faire un arbre. Contrairement aux chênes qui poussent sur les versants du Luberon, qui lui poussent en taillis. C'est-à-dire que vous avez une souche, mais qu'elle a été tellement coupée pour le bois de chauffage qu'en fait vous avez des arbres qui repartent du pied. Et avec des taillis, et notamment des taillis de chêne, on fait du bois de chauffage. Mais avec des arbres de futaie, comme le cèdre, on fait du bois d'œuvre, on fait des planches, on peut faire de la menuiserie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cèdre, c'est un bois qui est naturellement durable. C'est-à-dire que vous pouvez, il est de classe 3 sur une échelle de 4. Certains même disent de classe 4. Il y en a qui, les avis sont partagés, mais au moins 3. Comme des bois comme le châtaignier, le Douglas ou le robinier. Le robinier, lui, est de classe 4. Qui sont des bois en fait que vous pouvez laisser en extérieur pour faire une terrasse par exemple, ou un bardage pour votre maison. Vous pouvez les laisser en extérieur sans traitement. Et ça a une durée de vie d'au moins 15-20 ans sans problème et sans traitement. Nous, on a fait tout le sentier, toutes les bordures du sentier qu'on a parcouru. Vous avez vu des bois. C'est du bois de cèdre de la forêt qui n'a pas été traité. Donc ça évite aussi de faire des jeux pour enfants en bois traité, là vous voyez, ou des tables bancs en pin qui sont verts à cause des traitements à l'arsenic qu'on met dedans. Le cèdre, vous pouvez le mettre dehors et vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur. Alors, assistante, fait circuler. Je vous ai ramené des petits bouts du plancher que j'ai posé chez moi. C'est du cèdre.
Donc vous pouvez toucher le bois, le regarder et surtout le sentir parce que ça a une odeur. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et le cèdre est connu pour son côté imputrescible et pour sa grande qualité depuis l'Antiquité. Hein, on dit que le temple de Salomon était fait en cèdre, tout ce qui était temple, grands bâtiments, etc. Dès l'Antiquité, en fait, les forêts de cèdre méditerranéennes ont été déboisées pour le bois. Hein. Donc c'est vraiment un bois qui a beaucoup de qualité. Et oui, Bruno comment ça se fait que ça fait de l'humus de la terre si c'est imputrescible? Les aiguilles ne sont pas imputrescibles en fait. C'est les aiguilles qui tombent en fait. Et c'est vrai que quand vous voyez les branches mortes, elles sont capables de rester très longtemps sur l'arbre parce qu'elles sont très peu attaquées en fait par les champignons, les insectes, etc. C'est aussi parce qu'on a amené le cèdre ici sans tout le cortège aussi de ces montagnes d'origine. Quand je dis un cortège, c'est un terme naturaliste qui veut dire l'ensemble des champignons et des insectes qui vivaient en symbiose dans la forêt avec le cèdre. Comme on n'a transporté que des cônes, ma foi, il y a très peu d'accompagnants du cèdre qui sont arrivés en même temps. Donc nous, nos champignons locaux ne sont pas bien adaptés à décomposer le cèdre. Voilà. Et du coup, c'est un bois qui, pour l'avenir, a vraiment des très grandes qualités. Déjà, la construction bois, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose d'économe en bilan carbone, c'est renouvelable. Et c'est sur ce point de la renouvelabilité qu'en fait, on revient à la gestion forestière. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir couper des arbres. Et l'idée, c'est de prélever des arbres sans toucher à l'ambiance forestière et à la forêt. Donc on calcule combien la forêt produit par an. Donc je vous ai dit 7 mètres cubes par hectare et par an. Ça veut dire que si je mesure la quantité de bois, je fais simple, hein. Je mesure la quantité de bois, et je calcule, je peux passer tous les 10 ans, prélever 20% du volume de bois, c'est-à-dire en gros 20% des arbres, et laisser tout le reste. Et les arbres qui restent vont grossir eux aussi et vont produire du bois, et voilà. En fait, la forêt va produire la même quantité de bois, quel que soit le nombre d'arbres. Donc quand vous enlevez des arbres, vous concentrez l'accroissement sur ceux qui restent, qui vont pousser plus vite que s'ils avaient été serrés. Vous voyez ? Donc c'est aussi une façon d'aider la forêt à produire tout en gardant son côté renouvelable. Et donc ici, il y a eu des querelles d'experts forestiers, mais on est parti sur ce qu'on appelle une forêt jardinée. C'est-à-dire qu'on va venir prélever en fait plutôt des gros arbres, donc plutôt celui où il y a la cabane là par exemple, et puis que du coup le petit qui est à côté, hop, on va lui donner plus de place. Donc, et toujours en préservant les arbres de première génération pour leur intérêt patrimonial. Voilà. On a calculé que finalement ils ne prennent pas beaucoup de place, hein. Ils ne prennent que 5% de la surface de la forêt, ces arbres de première génération. Donc ce n'est pas un gros sacrifice financier parce qu'il faut aussi parler finances. Ici, on est dans la forêt communale de Lacoste, donc quand des arbres sont coupés, ils sont vendus et l'argent revient aux habitants à la commune de Lacoste. Voilà. Et donc là, pour une belle coupe de bois, on le vend quand même 35 € le mètre cube sur pied. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le prix d'un beau chêne, enfin pas d'un très beau, mais d'un chêne de qualité normale dans une région vraiment productrice de bois. Parce qu'ici, les futaies qui produisent vraiment du bois d'œuvre, il y en a très peu. Et en gros, il n'y a que la cédraie et quelques forêts de pins qui ont ici été gérées et qui sont suffisamment belles avec des arbres suffisamment droits pour pouvoir produire des planches. Voilà. Et donc, on est une des premières cédrées de France en termes d'âge, avec celle du Ventoux. Et du coup, tous les autres cèdres qui ont été plantés, comme ceux de Roger, à partir des années 50, 70, produisent pas encore. Non. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans un site pilote ici, hein. Mais par contre, il existe une petite filière locale. Donc si vous aussi vous voulez faire votre plancher en bois de cèdre, venez me voir et je vous expliquerai. Non, il y a un scieur qui s'est installé à Villars et qui travaille avec des menuisiers locaux qui se fournissent chez lui et ici à Fasson. Alors ça va vous coûter plus cher que d'acheter du plancher à Point P, hein. Je vous préviens tout de suite, parce qu'il y a des intermédiaires, mais au moins toute la valeur ajoutée reste sur le territoire et vous avez un circuit court en bois, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Voilà. Je fais la pub maintenant des livres de Roger. Voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc Roger, une vie de berger. Et le livre de Roger sur les animaux, 30 histoires d'animaux du Luberon. Ces recueils quand même qui ont été écrits rédigés par Arnoul. Voilà. Sur la base de ses entretiens évidemment avec Roger et dans le style inimitable
de Roger. Voilà. Donc tous les dimanches au marché de Coustelet et sinon à l'arrière du C15 là tout de suite.